Bonjour à toutes et à tous. Il y a un an, vous étiez nombreux à vous être déplacés pour notre première édition de Vitiscopie en Beaujolais. Cette réussite répondait à votre demande, à vos attentes. Après débriefing, nous nous sommes dit qu'il était nécessaire de reproduire cet événement annuellement. Depuis, nous avons traversé différentes étapes, différentes périodes dues à cette pandémie que vous connaissez tous, avec les conséquences professionnelles et familiaux. Nous avons pris connaissance de toutes les difficultés de nos et des uns et des autres. Il est important de faire cette deuxième édition de Vitiscopie en Beaujolais et pour le coup, nous avons choisi la version visioconférence. Je remercie de votre présence nombreuse et également nos partenaires, les banques, le Crédit Agricole, Banque Rhône-Alpes, la Caisse d'épargne, les assurances, notamment le Groupama, nos organisations professionnelles, lycées agricoles, viticoles, notamment la DDT, la Chambre d'agriculture, avec ses différents collaborateurs et également le président de la Chambre d'agriculture, Gérard Bazin. Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième édition de Vitiscopie en Beaujolais. Alors, comme vient de le dire M. Evoluet, sur un format un peu particulier, mais on a tenu quand même à pérenniser ce rendez-vous. Donc, le déroulé de notre présentation, je vais tout d'abord vous présenter les résultats économiques 2020 des entreprises du Beaujolais. Donc, on a fait un travail sur nos comptes terminés du millésime 2020. L'objectif, c'était d'être au plus près de la conjoncture, avec une conjoncture particulière. Donc, c'était de vous présenter les chiffres au plus chaud de la conjoncture. Puis, nous aurons un témoignage. Et ensuite, nous ferons un focus à la fois sur nos exploitations en coopérative et au négoce, suivi d'un second témoignage. Et enfin, un focus sur nos exploitations en vente directe. Et puis, nous terminerons par ce qui ne sera pas un tour de table, mais un tour d'écran pour vos questions. Vous pouvez utiliser le chat ou lever la main pour pouvoir poser des questions. Alors, nous allons commencer par la présentation des résultats. Donc, nous avons choisi plusieurs indicateurs qu'on utilise habituellement. Je vous ferai un rappel rapide sur leur définition. Nous allons d'abord utiliser l'EBE, qui est l'excédent brut d'exploitation. C'est l'indicateur qui permet de mesurer le potentiel économique d'une entreprise. Il se définit par la production de l'entreprise, donc ses produits d'exploitation auxquels on retranche ses charges d'exploitation. Tout ça nous donne l'EBE. Dans les charges d'exploitation, vous avez uniquement donc, les charges de structure et les approvisionnements. Vous n'avez pas les amortissements. Cet EBE, ensuite, va servir à rembourser les annuités bancaires et dégager le revenu disponible. Le revenu disponible, donc, c'est ce qui va rester aux exploitants, à la fois pour se rémunérer et orienter l'entreprise avec l'épargne, l'autofinancement. C'est ce qu'on va appeler la marge d'orientation. Une fois qu'on a enlevé les prélèvements personnels, on a cette marge d'orientation qui sert à autofinancer les investissements et à consolider la trésorerie. Notons que pour éviter des biais personnels, on standardise les prélèvements privés à 1,5 SMIC par actif présent non salarié sur l'entreprise, pour pas qu'on ait de biais quand on veut comparer cette marge d'orientation entre plusieurs structures. On pourrait s'interroger sur la standardisation à 1,5 en sachant que l'objectif à terme fixé par la loi Egalim, c'est 2 SMIC par exploitant. On utilise un autre terme qui va être le coût de production. Lui, il regroupe en fait l'ensemble des charges qui servent à produire un bien. Et donc cette fois, on va prendre aussi les amortissements. Il est à différencier du coût de revient qu'on utilise parfois, qui intègre en plus la rémunération du travail et la rémunération des capitaux. Et enfin, le dernier indicateur que nous allons utiliser, c'est le prix d'équilibre. C'est le prix auquel vous devez valoriser votre vin
de couvrir l'ensemble de vos besoins, c'est-à-dire couvrir vos charges d'exploitation, mais aussi faire face à vos remboursements d'annuités bancaires et naturellement satisfaire vos prélèvements personnels. Voilà ce petit rappel théorique terminé. Donc nous allons vous présenter les résultats de notre échantillon viticulture beaujolaise. Pour ces travaux, nous sommes basés sur 171 exploitations qui sont réparties sur toutes les appellations du Beaujolais. Et donc, ce sont des résultats issus des comptabilités closes en 2020. Les structures avaient 2,5 actifs en moyenne. Elles avaient 13 hectares de vignes en production et ont produit 535 hectares. Le premier fait notable, c'est cette récolte. 535 hectares pour 13 hectares, ça nous fait à peine 40 hectares de rendement. Donc, on est sur des résultats 2020 qui concernent la récolte 2019, récolte plutôt faible à 41 hectares de moyenne. Notre échantillon est composé de différentes structures qui ont différentes appellations. Et en moyenne, on avait un peu moins de 4 hectares de Beaujolais sur ces exploitations-là, 3 hectares de Beaujolais village, un peu plus de 3,80 en cru, et puis plus de 2 hectares en autres. Et dans les autres, en fait, c'est essentiellement les blancs et les créments qui pèsent de plus en plus sur la répartition des surfaces. Phénomène qu'on avait déjà observé l'année dernière, mais qui se confirme. Maintenant, les principaux indicateurs. Donc, si je prends l'ensemble de ces exploitations viticoles, elles ont généré un produit courant moyen de 173 000 €. La partie strictement viticole, hors autres produits, hors assurance, hors aide, c'était 156 000 €. Ce qui représente 292 € par rapport aux hectos récoltés. Alors, il faut faire attention quand on parle de 292 € hecto, parce que là, j'ai ramené le produit viticole à la récolte, alors que dans l'exercice, vous n'avez pas forcément commercialisé le vin 2019, mais aussi du 2018 ou de l'antérieur. Et ces produits viticoles, ils sont répartis avec 47% du chiffre d'affaires qui vient de la vente directe en bouteille, et le reste, un quart grosso modo en coque ou en raisin, et un gros quart au négoce. Si on regarde les résultats économiques, on arrive à un EBE de 51 000 €, qui représente 30% des produits. Un revenu disponible de 34 000 €, qui, ramené à la personne, nous fait 26 000 € par personne de revenus disponibles. Et une marge d'orientation qui est de 6 500 €. Ces résultats, si on les compare par rapport aux mêmes exploitations, mais à l'exercice 2019, donc là j'ai bien repris les 170 exploitations de cet échantillon, mais en regardant les résultats 2019, on s'aperçoit que les produits ont baissé, que le BE a été rogné et qu'on a une baisse quand même de 4 000 € par personne du revenu. Et que la marge d'orientation était de près de 12 000 € l'année dernière et qu'elle a été divisée par 2 à 6 000 €. Donc on a une érosion des résultats 2020 par rapport au 2019. On va le voir, il y a eu l'impact de la récolte et aussi l'impact de la conjoncture. En termes de coût de production, donc le coût de production, il comprend nos charges opérationnelles et nos charges de structure. Dans nos charges opérationnelles, on a tout ce qui est produits phyto, engrais, tout ce qui va être aussi emballage. Et dans nos charges de structure, on va avoir la main-d'œuvre, la mécanisation, les bâtiments et fonciers. Et on arrive avec un rendement à 41 hectos, un coût de production qui monte à 265 € l'hecto, avec comme principale charge deux postes, la main-d'œuvre pour les frais de structure, et ensuite la mécanisation, et pour les charges opérationnelles, la partie phyto. La main-d'œuvre, c'est quasiment 30% du coût de production. L'année dernière, pour ce coût de production récolte 2018 avec nos résultats 2019, on était à un coût de production de 195 €. Donc on a un fort impact des rendements sur la hausse du coût de production. Maintenant, la question, c'est avec cette situation, à combien faut-il valoriser le vin pour couvrir l'ensemble de mes besoins?
Donc mes charges opérationnelles, mes charges de structure, le remboursement des emprunts et la rémunération des actifs à 1,5 SMIC par actif. En face, pour faire face à ces besoins, j'ai d'autres produits, des subventions et surtout mon produit vin à réaliser. Pour équilibrer tout ça, il faut valoriser le vin en moyenne à 280 € l'hecto pour couvrir en fait les 310 € l'hecto de besoin. Voilà, c'est un prix d'équilibre indicateur, c'est-à-dire qu'après chaque exploitation peut avoir cet indicateur et ça donne vraiment une idée de dire voilà, en moyenne, il faut que je valorise le vin à 280 €. Donc si je le vends en bouteille, c'est tant d'euros par bouteille, etc., etc. Alors, une fois qu'on a établi ces résultats, quelle analyse peut-on en tirer? Déjà, on a un effet millésime important. Si on regarde sur les 5 dernières années, là, dans le graphe, vous avez à la fois l'évolution du prix d'équilibre et le corrélé en fait au rendement moyen de la récolte. Donc, par exemple, en 2019, on se rapporte à la récolte 2018, avec des rendements de 57 hectos, on a un prix d'équilibre qui était à 213. Et les dernières récoltes étaient à 40 hectos de moyenne, 47 et 42. Donc là, on retrouve une situation en fait comme les années plutôt 2016 et 2018 avec des rendements bas et donc un prix d'équilibre qui monte. Quand on regarde ce graphique, en fait, on s'aperçoit que c'était plutôt l'année dernière qui était l'exception avec une récolte complète. Donc important effet récolte sur les résultats. Ensuite, si on regarde, si on veut voir on veut distinguer les autres, donc on isole ce qu'on appelle le quart supérieur, donc les 25% des exploitations qui dégagent la meilleure valeur ajoutée. On s'aperçoit qu'elles ne font pas forcément plus de produits courants que les autres, 174 000 €, contre 172 pour la moyenne, donc il n'y a pas un écart important. Qu'elles ont un EBE supérieur, avec une efficacité économique, donc un ratio EBE sur produit qui est de 12 points supérieur à la moyenne. Donc là, on va avoir un écart, c'est-à-dire que c'est des exploitations beaucoup plus efficaces, avec un EBE de 72 000 €. Donc qui dit plus d'EBE dit à la fin plus de revenus disponibles. Et là, en effet, on a plus de 60 000 € de revenus disponibles, ce qui fait 56 000 € par personne. Donc, pour le même produit, on arrive à un double de revenus. Et une marge d'orientation, pareil, qui est cette fois le triple que la moyenne. Donc, on a quand même le quart de cet échantillon qui a des revenus plutôt confortés et qui n'a pas renié sa marge de sécurité par rapport aux années précédentes. Tout ça pour vous dire qu'on a vraiment un éventail de situations important. Et quand on regarde la dispersion des résultats, on s'aperçoit qu'on a une viticulture à plusieurs vitesses. Là, c'est la répartition des revenus disponibles par personne. La médiane, elle est un peu moins de 26 000 € à 25 700. C'est-à-dire que dans les 170 exploitations qu'on a étudiées, on avait la moitié qui avait un revenu supérieur et la moitié qui avait un revenu inférieur à cette médiane. Et quand on les répartit par tranche de 10 000 €, on s'aperçoit qu'il y a quand même 10% quasiment un peu plus qui n'ont pas dégagé de revenus, c'est-à-dire qui ont des revenus inférieurs à 0, 10 autres % qui ont dégagé moins de 10 000 €, un paquet important entre 10 et 20 000, puis finalement à hauteur de entre 20 et 30 qui est la médiane, on n'a que 13% des exploitations, 15% entre 30 et 40, et puis on a un secteur haut à plus de 40 000 € qui fait 27% de l'échantillon. Donc on n'a vraiment pas une répartition linéaire des revenus, on a plutôt une masse qui est entre 10 et 20, et puis on a des exploitations qui se portent bien et qui dégagent du revenu. Et on a quand même un certain nombre d'exploitations avec des revenus inférieurs à 10 000 €, c'est 20%. À 10 000 €, on est largement en dessous d'un SMIC. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cet écart? Donc, j'ai regardé en termes de répartition des appellations ça pouvait expliquer cet écart. Alors, ça l'explique en partie, mais pas forcément. C'est-à-dire que on a une tendance à avoir plus de crus du Beaujolais et de Beaujolais village dans les exploitations qui vont mieux. Mais le facteur le plus déterminant, en fait, cette année, c'était de dire dans les 25% les meilleurs, ils ont assuré 45 hectares de rendement, contre un peu plus de 40 pour la moyenne, et ceux qui s'en sortent le moins bien, ils étaient en dessous des 40.
Ils étaient à 37 hecto-hectares. Donc, on a vraiment un phénomène de récolte qui joue sur la performance économique. Finalement, dans le quart qui s'en sort le plus, ils n'ont qu'un gros tiers de vente bouteille. Et les autres ont à peu près la même chose, 40%. Donc, ce n'est pas à lui tout seul ce qui explique la performance. On verra tout à l'heure quand on fera un focus sur les gens qui font beaucoup de bouteilles, eux sont fortement supérieurs à la moyenne. Mais pour que la bouteille soit vraiment intéressante et vraiment un impact fort, il faut passer un cran. Et c'est à 50% du chiffre d'affaires, on est en dessous du cran qui explique l'amélioration forte des résultats. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de vente bouteille, quel a été l'impact de la conjoncture sanitaire? Donc, sur ce tableau, je vous ai mis la moyenne du chiffre d'affaires bouteille qu'on avait dans l'échantillon en 2019. Et vous voyez qu'en 2019, on était à 69 000 € de vente bouteille. Et finalement, sur l'exercice 2020, alors même si on a des cours d'année et qu'on n'a pas encore toute l'année complète, on n'a pas une baisse de la vente bouteille. On a plutôt une légère hausse de la vente bouteille. Donc, on passe de 69 à 72 000 €. Et en termes de nombre de bouteilles, c'est pareil. La moyenne est de l'ordre de 15 000. On reste à peu près à 15 000. Par contre, ce qu'on note, c'est qu'on a une revalorisation des prix qui peut certainement s'expliquer par un changement des modes de commercialisation avec une clientèle particulière certainement plus présente par rapport à une clientèle professionnelle. Et effet intéressant, c'est que le quart supérieur, donc ceux qui s'en sortent le mieux, finalement font pas plus de bouteilles, mais par contre les valorisent mieux. C'est-à-dire qu'ils ont un prix moyen qui est 1 € quasiment au-dessus de la moyenne. Donc on a certainement, ils font moins de bouteilles, mais mieux valorisées et en limitant aussi leurs charges. Donc certainement une politique de montée en gamme qui a été plus importante. Le gros effet, en fait, ce sont sur les charges, où on a un écart de 65 € l'hecto entre la moyenne et les plus performants. Et cet écart, il est à la fois sur les charges opérationnelles, il est aussi sur les charges de structure et de manière aussi importante sur les charges de mécanisation. Cet effet-là, on peut se dire, à la fois c'est des gens qui maîtrisaient leurs charges et en plus on a vu précédemment qu'ils avaient eu des meilleurs rendements. Donc forcément, lorsqu'on a des meilleurs rendements, on arrive à diluer ces charges de structure sur plus d'hecto, donc on fait baisser mécaniquement son coût de production. Sur cet échantillon-là, je voulais vous passer ce dernier graphique qui montre l'évolution dans le temps, donc sur les 5 dernières années. Donc ici, on a pris la marge d'orientation, ce qui reste après avoir prélevé 1,5 SMIC par personne, sur les 5 dernières années, avec la courbe rouge qui représente la moyenne, le quart supérieur en vert et le quart inférieur en noir. Et là, on s'aperçoit vraiment qu'on a une locomotive, en fait, le quart supérieur, qui continue de progresser indépendamment des aléas de production, puisque pour les deux autres courbes, on voit un impact millésime sur les 3 années où il y a des plus petites récoltes, alors que finalement, le groupe de tête, lui, il s'est affranchi quelque peu de l'effet millésime et poursuit sa progression. Donc, il semble aujourd'hui sur une autre dynamique, et une dynamique positive. Donc, espérant que cette locomotive tire l'ensemble des wagons de l'appellation. Mais à contrario, on a aussi 25% des exploitations qui chroniquement ont une marge d'orientation négative, ce qui veut dire que ce sont des structures qui n'arrivent pas à rémunérer les viticulteurs à hauteur d'1,5 SMIC, et ça de manière chronique. Voilà pour la présentation du groupe général. On reviendra ensuite sur un focus par rapport aux coopérateurs et aux négoces, et ensuite la vente directe. Je vais passer maintenant la parole à Stéphanie qui va nous présenter le témoignage. Bonsoir à tous. Donc, Madame Genin est viticultrice à Audenat. Elle exploite une dizaine d'hectares en AOC du Beaujolais. Toute la production est vendue en bouteille à une clientèle principalement de cafés et de restaurants. Madame Genin a 2 structures. Donc, une structure qui est uniquement dédiée à la production et une structure commerciale qui vend tout le vin du domaine et aussi de façon
moins importante des vins d'autres vignerons du Beaujolais. Donc en fait, ce qui est ressorti de l'entretien, c'est la grande difficulté, en fait, comme je vous présentais cette exploitante. Donc la structure commerciale vend principalement à des cafés-restaurateurs. Et donc Madame Genin a une grande difficulté au moment du premier confinement, un sentiment d'impuissance en fait par rapport à ce qui s'est produit et face à la difficulté de ses clients de ne pas savoir comment rebondir. Donc ça a été très très dur. Donc au niveau humain et puis au niveau de l'entreprise. Et puis, d'entretien a montré que finalement, au fil des mois, avec le soutien qu'elle a pu recevoir de la part de discussions, d'échanges avec des collègues, le fait qu'avec les clients, ils continuaient quand même d'avoir des relations et de voir comment justement pendant les mois d'été, rebondir et quand même continuer à commercialiser du vin en café-restaurant. Donc, il y a eu quand même un répit pendant les mois d'été. Et puis ensuite, alors, j'ai senti que Madame Genin, c'était un peu comme un baromètre des moments de confinement et de semi-confinement pendant l'année vécue. C'est-à-dire que au moment des fermetures de nouveau, c'était très difficile, comme on peut l'imaginer. Alors, pour contrebalancer cet aspect un peu négatif, ça lui a permis de développer des nouveaux outils de vente en ligne, par exemple, ou d'imaginer des drives pour les portes ouvertes, mais pas que. Donc, elle a pu mettre en place de nouveaux outils de commercialisation. Merci Stéphanie. On va poursuivre. Je vais poursuivre avec la présentation des groupes coopératives et négoces. Alors, dans notre échantillon de 170 exploitations viticoles, on a cherché à voir quels étaient les spécialisés, et pour ça on utilise le taux de spécialisation de 70%, c'est-à-dire que les exploitations qui avaient 70% de leur chiffre d'affaires en bouteille ou au négoce ou en COP étaient considérées comme spécialisées dans ces domaines. Donc au final, la répartition donne 28 en COP, et puis les 36 autres pourcents, ils ont un peu des trois modes de commercialisation avec un taux de spécialisation qui n'est pas à hauteur de 70%. Si on fait un focus sur nos coopérateurs et les gens orientés négoce, les coopérateurs d'abord, on s'aperçoit que c'est une structure légèrement plus petite. On a 12 hectares de moyenne par rapport au groupe de référence, avec par contre moins d'actifs, puisqu'il y a une partie du travail qui est délégué de vinification et de commercialisation qui est déléguée à la cave. Donc on est à moins de 2 UTH par exploitation. Ils ont aussi subi la baisse de récolte liée au millésime, avec un rendement même qui est de moyenne à 39 hecto-hectares. Nos structures spécialisées négoce, elles ont plutôt tendance à être légèrement plus grandes. On arrive quasiment à 14 hectares de vignes en production, avec 2 personnes aussi présentes. Donc là, on a des gens qui ont peu de ventes directes, donc voilà, on est limité à 2 personnes par rapport à la moyenne qui est à 2,5 pour la même surface. Et globalement, ils ont eu des rendements légèrement supérieurs à 43 hecto-hectares. Si on compare les résultats de ces 3 groupes, on s'aperçoit que les coopérateurs ont des produits inférieurs. On est à 100 000 € par rapport à nos références globales et au groupe négoce qui est à 150 000. Le groupe négoce est aussi inférieur à la moyenne puisqu'il n'a pas la valorisation vente directe. En termes d'EBE ensuite, on a des EBE qui sont plus faibles, à la fois pour le groupe négoce à 46 000 € et encore plus faibles pour le groupe coopérateur à 32 000 €. Et par contre, on a des ratios EBE sur produit, donc d'efficacité économique, qui sont à peu près semblables, entre 30 et 32%. La différence, elle va aussi se poursuivre sur le revenu, puisque en moyenne, on a des coopérateurs qui ont dégagé un peu moins de 20 000 € de revenus disponibles par personne, et des spécialisés négoces qui ont plutôt une tendance à avoir un revenu supérieur
à 31 000 € par personne. Alors cet écart, en fait, ce rattrapage du négoce par rapport à la moyenne, c'est essentiellement dû au fait qu'ils ont moins de remboursements bancaires, donc ils sont moins chargés et a priori moins endettés que la moyenne. Et la marge d'orientation, donc après avoir rémunéré les personnes à 1,5 SMIC, on s'aperçoit qu'il reste 12 € lecto pour la moyenne, ce qu'on a vu tout à l'heure, 20 € négoce, et par contre, en COP, il a manqué 6 € lecto pour pouvoir rémunérer les gens à 1,5 SMIC. En effet, on était à 19 000 € de revenus disponibles, donc c'est inférieur à 1,5 SMIC. On est à 1,2, 1,3 SMIC à ce niveau-là. Donc la comparaison entre ces trois groupes, on l'avait déjà mis en évidence par les années passées qu'on avait un public coopérateur qui était plus fragile, avec des structures qui sont à la fois où on a des petites structures avec des pluriactifs, des choses comme ça qui viennent aussi un peu impacter nos références. Si on regarde en fait l'effet de la récolte, donc on s'aperçoit que les trois groupes ont subi cette perte de récolte, mais certains ont pu plus ou moins lisser cet effet. Au niveau de l'ensemble, on peut avoir des phénomènes de déstockage et de vente de bouteilles qui sont indépendants du millésime. Le négoce, il y avait aussi, je pense, du stock, ce qui fait que les chiffres d'affaires ont baissé, mais pas autant que la récolte. Et en coopérative, on a une baisse du chiffre d'affaires qui est plus importante. En termes de performance, si je regarde donc le revenu disponible et son évolution sur les 2 dernières années, on s'aperçoit que, comme on a vu tout à l'heure, notre échantillon global diminue, nos coopérateurs baissent en revenu disponible, et puis finalement notre groupe négoce s'est maintenu en termes de revenus par personne. Après, tout ça cache une grande disparité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en tirer des conclusions en disant si je suis spécialisé négoce, je gagnerai mieux ma vie que si je suis coopérateur ou inversement. Dans chaque groupe, ici, vous voyez la dispersion, donc la moyenne, et puis les 25% les meilleurs et les 25% plus en difficulté. Chaque orientation, en fait, n'est pas forcément gage de réussite à chaque fois. C'est-à-dire que dans le groupe négoce, ceux qui s'en sortent le moins bien, et ils ont un revenu disponible que de 5 000 €, inférieur aux moyennes des coopérateurs. Donc le tout, c'est de tirer ces moyennes nous servent à mesurer des tendances, à prendre des températures, mais elles ne sont pas forcément extrapolables aux stratégies qu'il faut avoir à titre individuel. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des stratégies coopératives qui sont rémunératrices, puisqu'on a les 25% les meilleurs qui sont à plus de 40 000 € de revenus, par rapport à des gens qui ont une stratégie négoce mal maîtrisée et qui seraient qu'à 5 000 € de revenus disponibles. Tout ça, ça nous donne des indications, mais ce n'est pas des règles générales à appliquer à l'échelle de l'entreprise. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a un public coopérateur qui semble plus fragile que l'ensemble des autres publics. Et donc, on le retrouve avec cette question, à combien faudrait-il vendre le vin pour couvrir l'ensemble des besoins? Donc, pour notre échantillon de base, on avait un prix d'équilibre à 280 € l'hecto, et finalement, ils ont valorisé à 292, donc ils étaient dans le positif. En COP, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il nous manque 6 € hecto pour couvrir et rémunérer des personnes à 1,5 SMIC. Donc, on a un prix d'équilibre à 186 et une valorisation moyenne à 180. Et au négoce, on a réussi à dégager une marge de 20 € l'hecto. Ensuite, à l'intérieur de ces groupes, qu'est-ce qui fait qu'on est performant ou moins performant? Quand on est en coopérative, l'indicateur qui va nous retenir, c'est le prix d'équilibre. Et vous voyez qu'entre la moyenne et les plus performants, ils ont fait des économies de l'ordre de 20 € l'hecto sur leur prix d'équilibre. Donc, c'est 20 € de coût de production essentiellement en moins. Ce qui fait que eux dégagent une marge d'orientation de l'ordre de 50 € par hecto. Donc, la clé vraiment du succès en coopérative, comme on maîtrise moins bien forcément l'aspect commercial, c'est de travailler sur la maîtrise de ses charges. La valorisation aussi, elle est importante, mais elle est plutôt subie en fait, puisque c'est plutôt quelle appellation j'ai, donc quelle est la situation de ma cave coopérative. Pour notre groupe négoce, là, on a aussi cet effet-là, c'est-à-dire que le groupe de tête, lui, il a un prix d'équilibre qui est cette fois 50 € en dessous de la moyenne, donc vraiment une maîtrise importante des charges, mais il ne valorise pas mieux que la moyenne.
Donc, avec le même prix de vente, en maîtrisant ses charges, il multiplie par 3 en fait sa marge à l'hecto. Donc vraiment, pour eux, la clé du succès, c'est le coût de production. En fait, puisque le marché négoce, on va dire, nivelle quasiment les prix de vente. C'est comme pour les coopératives, finalement, on n'a pas la main sur directement sur cette valorisation. Donc, ce qui fait la différence, c'est la maîtrise de ces coûts de production. Avec un autre effet qui est apparu cette année, c'est l'effet rendement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans nos 25% spécialisés au négoce les plus performants, ils avaient des rendements à 52 hectos, donc ce qui permet de diluer fortement les charges de production et en particulier les charges de structure. Donc sur ces deux groupes où on ne maîtrise pas forcément sa commercialisation, l'un des indicateurs performants, c'est le coût de production. Et puis, on dépend forcément de la production. Donc, un des facteurs de production, c'est le rendement. Qu'est-ce que je suis capable de produire sur mes hectares de vignes. Donc, si Audrey, tu peux nous présenter la structure et puis l'expérience sur cette année du domaine au pied des deux clochers. Alors, moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Paul Guigné et sa compagne. Donc, c'est le domaine des deux clochers à Régnier. Jean-Paul Guigné est exploitant individuel. Il exploite à peu près 15 hectares aujourd'hui, en Beaujolais village notamment, en Régnier, Morgon, un petit peu de moulin à vent, un peu de brouillé de Chirouble. Voilà, une belle palette d'appellations pour vendre principalement en bouteilles. Aujourd'hui, il commercialise environ 40 000 bouteilles par an. Il ne souhaite pas s'arrêter là, donc ça va continuer de se développer, en tout cas je l'espère pour lui. Il vend donc essentiellement en bouteilles aux particuliers et puis un petit peu à une clientèle de cavistes aussi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans le même cas que Madame Genin, puisque les agriculteurs qui vendent en direct aux particuliers ont été un petit peu moins impactés par la crise sanitaire aujourd'hui. Donc, Monsieur Guigné est certifié HVE depuis l'année dernière. Donc, voilà, une belle exploitation. Ce qui est ressorti de notre entretien, c'est clairement qu'ils ont dû s'adapter, notamment au confinement du mois de mars. Ça a été très compliqué parce que tout a été coupé d'un seul coup. Ils ont dû s'adapter, notamment au niveau des outils de communication. Madame Guigné m'expliquait qu'ils ont passé un certain temps au bureau à récupérer l'ensemble des adresses mail de leurs clients afin de communiquer sur l'annulation des salons, sur ce qu'ils voulaient mettre en place un petit peu pour continuer quand même à conserver du contact et à livrer leur clientèle. Donc ça a été vraiment un point positif, on va dire, le développement des outils de communication qu'ils n'avaient pas vraiment développé jusque-là. Ils n'en avaient pas eu besoin puisqu'ils avaient des salons, les contacts téléphoniques, etc. L'autre point positif, c'est la mise en place de Drive. Je pense que tout le monde ici en a entendu parler ou y a participé à son niveau. Donc, le système de Drive a permis quand même de conserver un simulacre de salon. Voilà, donc Monsieur Guigné travaille avec plusieurs viticulteurs, donc ils partaient ensemble faire des drives. Et c'est vrai que la clientèle a bien accroché. Ils avaient pas mal de monde qui venait quand même acheter des bouteilles. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de perte de chiffre d'affaires à son niveau, à peine 10% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt un point positif. On peut dire également que M. Guigné a beaucoup apprécié parce qu'il y a eu quand même des points positifs dans cette crise sanitaire, outre le fait de s'adapter. C'est vraiment le contact clientèle qui s'est développé. Il a eu l'impression vraiment de redécouvrir un petit peu ses clients, de pousser un petit peu plus le contact clientèle qui était plus personnalisé que des fois en salon, quand vous avez beaucoup de monde qui vient déguster dans un endroit un peu plus impersonnel. Là, c'est vrai qu'il a retrouvé ce plaisir d'avoir du contact clientèle. Dans les points négatifs qu'on peut citer, bien entendu, on a la dégustation, parce que la dégustation était interdite. Donc, c'est vrai que ça a manqué beaucoup aux clients. Et la conséquence directe, c'est qu'ils n'ont pas forcément développé leur clientèle, même s'ils n'en ont pas perdu, ils ne l'ont pas développée, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire déguster. Donc, c'est essentiellement des clients historiques qui venaient acheter leur vin.
Il y avait également beaucoup de fatigue parce qu'en plus des drives, il a mis en place des livraisons, donc ça veut dire tous les week-ends sur les routes, pas mal de frais de transport, etc. Donc c'est vrai que ça a été une année très riche, mais aussi très très fatigante. Et puis voilà, une petite perte de chiffre d'affaires, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment, vraiment minime par rapport à ce qui aurait pu arriver. Voilà. Donc la conclusion de Monsieur Guigné, c'était de dire avec son épouse que rien finalement n'était acquis, qu'ils étaient toujours obligés de s'adapter. Et aujourd'hui, voilà, ils préfèrent voir le positif et se projeter dans une année qu'ils espèrent un petit peu plus riche en dégustation et en contact clientèle. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai eu plaisir à m'entretenir avec eux parce qu'ils avaient un point de vue positif sur tout ça et qu'ils ont réussi à bien s'adapter et à tirer leur épingle du jeu, comme d'autres exploitations dans le Beaujolais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'exploitation de Monsieur Guigné. J'espère que j'ai été fidèle à l'entretien qu'on a eu. On va continuer de regarder nos références et on va se focaliser sur le dernier groupe qui est le groupe Vente Directe. Alors c'est un groupe où les exploitations sont légèrement plus petites que la moyenne, avec des rendements qui ont été proches de ceux de la moyenne et qui se caractérisent par une présence plus importante d'hommes et de femmes, puisqu'on arrive à 3,4 actifs sur les exploitations. En termes d'indicateurs économiques, donc on a vraiment des structures qui ont développé leur chiffre d'affaires par rapport à la moyenne. On est à 100 000 € de plus sur ces structures. Donc je vous rappelle, c'est des structures qui font plus de 70% de leur chiffre d'affaires en bouteille. Donc plus de chiffre d'affaires, un EBE aussi plus conséquent, à 80 000 €, malgré en fait une efficacité, un EBE sur produit qui apparaît plus bas de 3 points, mais la valeur absolue de l'EBE est largement au-dessus. Ceci s'explique aussi parce qu'on a plus recours à de la main-d'œuvre salariée. Et un revenu disponible qui suit la même dynamique avec en moyenne 42 000 € de disponibles par actif. Et donc une marge d'orientation qui est plus confortable de 56 € à l'hecto. Donc si on revient tout à l'heure quand on comparait nos quarts inférieurs et supérieurs à la moyenne dans notre échantillon, on s'apercevait que le quart supérieur n'avait pas forcément plus de vente directe. Une fois qu'on a franchi un certain niveau de vente directe, donc là on est à plus de 70% du chiffre d'affaires, là on a vraiment des performances économiques qui s'améliorent. De cette campagne 2019-2020 où à la fois on cumulait une petite récolte 2019, ils ont été aussi impactés par la baisse de leur récolte 2019 par rapport à celle de 2018, et puis la crise sanitaire qui est arrivée ensuite. Alors on s'aperçoit que le produit viticole s'est maintenu, ils ont réussi à maintenir leur produit de l'ordre de 274 000 €, et que finalement ces exploitations-là ont quand même maintenu, voire même fait progresser leur vente directe, en passant, en améliorant de 30 000 € quasiment leur chiffre d'affaires en vente directe et en faisant progresser le nombre de bouteilles vendues. Alors là, on n'est pas sur forcément des clôtures encore décembre 2020, donc on est à la fois à cheval sur la fin d'année 2019 et le début, voire la moitié de l'année 2020, donc on a quand même l'effet du premier confinement, mais on s'aperçoit que finalement ces structures spécialisées en vente directe ont pu maintenir leur dynamique. On sait par exemple que le Beaujolais s'est maintenu sur la vente particulière, c'est ce que nous ont dit nos témoins, et que pour ceux qui faisaient de la grande distribution, des opportunités où ça s'est plutôt bien comporté les ventes. Donc finalement, ce sera confirmé avec les résultats complets de 2020, mais on n'a pas, pour les gens spécialisés en vente directe, un effondrement des ventes, on a au contraire une poursuite du développement. Donc, qui dit poursuite de la vente directe, on va avoir des résultats qui sont en hausse, donc à la fois en termes de revenus disponibles par rapport à ceux de 2019, et à la fois la marge d'orientation qui progresse. En termes de performance, si on regarde ceux qui performent le plus, on a le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des gens qui maîtrisent leur coût de production, avec un prix d'équilibre à 366 € contre 423 pour la moyenne du second.
Et en termes de valorisation à l'hecto, il y a une légère valorisation supérieure, mais qui n'est pas très significative. L'effet, en fait, il est surtout sur l'économie de charge et sur l'efficacité, en fait, de leur production. Donc, on va voir, quand on va creuser, il y a un effet valorisation et un effet maîtrise des charges. Si on s'attaque sous l'angle plus particulier de la performance commerciale, donc dans ce groupe, en 2019, c'est quand même où il y a plus de 40 000 bouteilles de vendues déjà l'année dernière, avec un chiffre d'affaires à plus de 200 000 euros de bouteilles et des prix moyens à 4,80. On s'aperçoit que le prix moyen, il a gagné 10 centimes entre une année et l'autre. Hein. C'est bien les mêmes exploitations qu'on a regardées en 2019 et en 2020. Et il y a 5 000 bouteilles en plus de vendues. Et quand on regarde ceux qui dégagent la meilleure valeur ajoutée, donc ils ont un chiffre d'affaires supérieur à 310 000 euros en chiffre d'affaires en direct. Ils ont un nombre de bouteilles, quasiment 10 000 bouteilles de plus, et ils ont une valorisation de la bouteille qui est supérieure à la moyenne, puisqu'on s'approche des 5,40 € de moyenne par bouteille. Il y a aussi un effet volume, hein, c'est-à-dire que plus on fait de la vente de bouteilles, plus on arrive à maîtriser ses charges d'embouteillage, de matières sèches, etc. Mais ils sont aussi allés chercher de la valeur ajoutée en ayant une politique tarifaire de montée en gamme, certainement, avec une meilleure valorisation. Alors après, quand on regarde, est-ce qu'on peut se dire cette montée en gamme, elle est liée uniquement aux appellations? Pas forcément. Alors c'est des structures plus importantes en surface, qui font plus de volume et plus de bouteilles, mais si on regarde, en termes de volume de cru, ils ont la même chose que la moyenne. Hein. La moyenne, il y a 6 hectares 4, eux, ils ont 6 hectares 1 de surface en cru du Beaujolais. Donc la valorisation, elle n'est pas forcément liée aux appellations. C'est vraiment une stratégie interne à l'entreprise de montée en gamme, de différenciation, etc. C'est quelque chose qu'on avait déjà observé l'année dernière. Aujourd'hui, la valorisation bouteille, elle n'est pas forcément corrélée à l'appellation, elle est aussi propre à chaque entreprise avec des moyens de se différencier. On a évoqué tout à l'heure le HVE, on pourrait évoquer le bio ou certains types de marchés. Donc, pour retenir sur ce groupe vente directe, on a à la fois un effet volume qui permet de maîtriser ses charges, c'est-à-dire que ceux qui s'en sortent le mieux sont des structures qui ont tendance à être plus importantes, qui ont aussi une maîtrise technique ou des vignes en meilleur état ou des conditions climatiques qui ont été plus avantageuses avec des rendements à 48 hectos contre 43 contre la moyenne. Ils font 10 000 bouteilles de plus que la moyenne et ils valorisent aussi leurs bouteilles de manière plus importante. Donc en jouant sur tous ces leviers, ils arrivent à dégager des revenus plus conséquents. Voilà pour ce groupe vente directe. Je voulais conclure sur les chiffres en vous remontant ce graphe de dispersion, en vous disant qu'on analysait les moyennes, mais que dans chaque groupe, que dans chaque stratégie, il y a des gens qui performent et des gens qui ne performent pas, et que chaque stratégie, en fait, n'est pas une recette assurée de réussite ou, au contraire, une mauvaise voie à prendre. Chaque stratégie se décline à l'intérieur de sa structure. Ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'on constate des exploitations qui vont bien, qui tirent le Beaujolais. Tout à l'heure, j'ai évoqué le terme de locomotive. Je crois qu'on assiste vraiment à ça. On observe aujourd'hui dans les faits des structures qui fonctionnent et qui, finalement, n'ont pas été trop impactées par cette crise sanitaire. En fait, elles ont su être, alors si en termes à la mode, on pourrait dire, elles ont su s'adapter et être résilientes en tout cas. Par contre, ce qui impacte le résultat global du Beaujolais, c'est la récolte. Et donc, on a ce phénomène conjoncturel de crise sanitaire avec ses aléas de marché et surtout, même si aujourd'hui, ça ne s'est pas encore concrétisé dans les chiffres qu'on vous présente, ça s'est concrétisé sur les exploitations en termes de temps de travail, en termes d'efforts d'adaptation, en termes de mise en place de nouvelles relations clients. Et par contre, si on regarde sur le long terme, on pose plusieurs questions, c'est-à-dire quel est l'état de notre vignoble aujourd'hui, quel est son potentiel de production, et quel est son potentiel aussi pour s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Donc on a à la fois du court terme, des variations finalement qui ont été amorties pour certains, et puis on a à la fois une réflexion à long terme sur chroniquement ces petites récoltes, ce potentiel de production qui diminue d'année en année, qui s'érode, et qui a forcément un impact sur les résultats, puisqu'on s'aperçoit que les gens qui maîtrisent, qui arrivent à faire du volume, à faire des rendements corrects,
ont des résultats corrects. Voilà pour ma partie présentation des chiffres. Je vais laisser la parole à Jean-Claude pour animer la partie écran rond, on va dire, puisqu'on n'a pas cette année de table ronde, et pour répondre à vos questions. Bonsoir à tous, merci Damien. Une question de précision qui est apportée par Madame Joret, Damien, c'est est-ce que dans les échantillons, est-ce qu'on parle de campagne au sens viticole ou est-ce qu'on parle sur année civile? Alors, là, on a pris des comptabilités qui étaient closes en 2020, mais donc, qui correspondaient en fait à la récolte 2019, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté aux structures 30 septembre ou 31 juillet ou 31 août qui n'avaient pas encore la récolte 2020. Donc, on est bien sur des structures qui ont clôturé leur comptabilité courant d'année 2020, mais dedans, j'ai bien la production de la récolte 2019 et j'ai pas encore la production de la récolte 2020. L'idée, c'était d'essayer d'avoir le plus possible de ces échantillons au cours d'année 2020 pour voir quel a été l'effet de la situation sanitaire sur les chiffres. Merci Damien. Dans les questions qui arrivent, tu as parlé à de nombreuses reprises de la notion de volume et donc du coup de rendement. Qui est essentiel par rapport à ces notions de prix d'équilibre, de coût de production. Est-ce que dans ce que tu as pu observer, dans ce que nos conseillères ont pu observer, est-ce qu'il y a des stratégies de certains viticulteurs qui sont plus orientés sur ces notions de volume et qui serait intéressant de partager, non pas en termes de recettes, parce qu'on a bien compris qu'il n'y avait pas de recettes, mais dans un axe de recherche de maintien de volume ou d'adaptation du vignoble, puisque ça fait partie des points clés de réussite économique, tout au moins. Alors, on n'a pas ce niveau de données, mais on peut certainement dire qu'il y a une partie en fait qui est liée à l'entretien du vignoble, même un vignoble en état aurait tendance, en tout cas renouvelé, aurait tendance à avoir des rendements plus élevés. Après, voilà, ça c'est quelque chose d'empirique. Je ne sais pas si Audrey et Stéphanie veulent compléter, mais c'est à la fois, il y a des effets qui sont indépendants du viticulteur, voilà, on est placé sur des terrains plus ou moins séchants, plus ou moins sensibles à la chaleur, à la sécheresse, au gel. Donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément. Et puis, il y a des leviers qu'on peut activer, qui sont le renouvellement du vignoble. Voilà, c'est essentiellement ça. Ok, merci. Donc ça, c'était vraiment par rapport à cet aspect volume. Et puis, Madame Joret nous questionne aussi, et c'est un des points qui a été mis en avant aussi à de nombreuses reprises dans la présentation. On a parlé de gestion de la charge, des charges. Et donc, le sens de la question, c'est quels sont les principaux leviers sur les charges qui peuvent être activés au regard de notre expertise. Alors, si on regarde le coût de production et si on le décompose pour voir ceux qui ont un coût plus bas, où est-ce qu'ils gagnent le plus? Alors, on a deux phénomènes. On a des gens qui font de la bouteille, mais qui maîtrisent pas forcément les charges, mais ça leur coûte cher en termes d'appro bouteille. Et puis, on a essentiellement après les charges de structure, on peut avoir un écart important. Et quand on regarde l'écart supérieur par rapport à la moyenne, en particulier sur la mécanisation, là, on a un écart important de coût de production. On est quasiment à plus de 25 € l'hecto de différence. Alors, on a toujours cet effet dilution, c'est-à-dire que moins vous produisez à l'hectare, plus vos coûts de structure augmentent, et plus vous arrivez à produire, plus vous arrivez à diluer votre coût de production. Donc, si vous travaillez 10 hectares, mais pour faire 30% de moins que le voisin qui travaille la même surface, votre coût de mécanisation il va forcément augmenter. En tout cas, la mécanisation, je pense que c'est un des points
auxquels il faut regarder de plus près. Et on peut vite piloter des charges opérationnelles, hein, des phytos, des engrais, etc. Mais quand on a fait des choix d'investissement, là, on est parti pour un certain temps. Et ces charges de structure, en fait, elles vont avoir une inertie beaucoup plus longue à être corrigées. Vous avez des questions, je vous invite à les poser par le chat. Peut-être une dernière ou avant-dernière, c'est par rapport aux nouvelles générations de viticulteurs. Est-ce que, voilà, là, on est sur un échantillon global qui prend pas, enfin, qui intègre toutes les générations, toutes les pratiques. Est-ce que par rapport à notre expérience, notre suivi et notre accompagnement des viticulteurs, est-ce que on voit est-ce que vous observez des évolutions de pratiques qui sont plutôt marquées, enfin voilà, d'un point de vue, on va dire qualitatif? Alors, il y a une tendance en fait où voilà, ce qui était la restructuration du vignoble, et on s'aperçoit qu'elle s'est accompagnée, cet arrachage-replantation, plutôt d'une diversification, c'est-à-dire qu'on voit des surfaces en blanc. Donc on a des gens qui ont commencé à restructurer le vignoble et qu'on a aussi profité pour diversifier les vignes. Et en effet, alors cette année, on a un phénomène de rendement qui fait que sur les blancs et en particulier sur sur tout ce qui est crément, bah, c'est un impact rendement est fort et vite conséquent au niveau économique. Mais par exemple, quand on regarde dans le temps, on s'apercevait que les gens qui avaient l'année dernière un fort taux de diversification sur les blancs, sur les créments, avaient tendance à avoir des meilleurs résultats. Donc on commence à sentir en effet que les exploitations qui ont soit restructuré, soit diversifié, mais souvent quand ils ont replanté, bah, ça a aussi servi à restructurer le vignoble, ont tendance à avoir des meilleurs résultats. Après, je vois dans le chat, il y avait une question sur le bio. Donc là, ce n'était pas l'objet de l'étude, mais juste pour vous dire qu'on a une étude régionale en cours sur le bio qui va paraître à la fin du printemps, où il y aura forcément, on aura un focus Beaujolais, où là, on va plutôt étudier vraiment la viticulture bio. Et donc, je vous demande de patienter encore quelques mois, mais on aura plus de réponses plus précises, puisque là, on va à la fois faire de la statistique, mais aussi de l'enquête sur la partie bio, le lien entre les rendements, la valorisation et les résultats économiques. Moi, j'ai peut-être un retour un peu plus empirique à faire par rapport au bio. C'est vrai que depuis un an, là, je constate qu'il y a beaucoup d'installations de jeunes, notamment hors cadre familial, qui ont eu une activité professionnelle avant et puis qui souhaitent se reconvertir. Donc, c'est des gens qui arrivent avec des moyens, un potentiel économique assez important. Et c'est vrai qu'ils vont de manière quasi générale vers le bio, en sachant qu'il y a des rendements qui sont bas et ils augmentent leur prix. C'est vrai que c'est leur manière d'augmenter les ressources, hein, c'est de mieux le valoriser. Alors que c'est vrai qu'on a des exploitations qui sont installées depuis longtemps, qui vont faire du bio et qui auront peut-être un peu moyen, un peu bas par rapport aux charges que ça leur coûte aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a on a un changement de visage un petit peu du Beaujolais, enfin en tout cas c'est ce que moi j'ai constaté là ces derniers mois, et que les jeunes aujourd'hui n'hésitent plus à bien valoriser leurs bouteilles parce qu'ils savent que derrière ils vont avoir des charges plus importantes et ils veulent aussi monter en gamme en termes de qualité de bouteilles, de bouchons. Voilà, donc ça c'est vrai qu'on a aujourd'hui un changement par rapport à ça que j'ai constaté. Merci Audrey pour ces précisions. Voilà, je propose d'en rester là pour les questions et avant, je te redonne la parole, Damien, avant que le mot de conclusion de notre président. Et en te redonnant la parole, est-ce que tu peux nous partager, au regard de ta vision, deux ou trois points forts du secteur Beaujolais par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, dans ce que tu as vu à travers les statistiques, mais aussi à travers le suivi des viticulteurs que tu accompagnes? Une question difficile de synthèse. Je dirais de ma vision, et ce qui transparaît aussi dans les chiffres, il faut vraiment
on mesure le conjoncturel avec ces aléas de récolte et de chiffres voilà, qui peuvent apparaître un peu baissiers cette année, cette conjoncture sanitaire particulière. Et après, il y a les tendances de fond qui sont là et qui sont plutôt porteuses d'espoir. Parce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Audrey sur bio, mais c'est un peu l'histoire de la montée en gamme. Quand on a vu ce groupe des 25% qui continuait son développement avec des résultats qui s'amélioraient malgré la conjoncture de récolte, malgré la conjoncture sanitaire, c'est vraiment que je pense aujourd'hui, il y a un certain nombre de structures qui ont trouvé un équilibre et qui ont une dynamique. Et voilà, et cette dynamique, elle n'est peut-être pas encore diffusée à l'ensemble du vignoble, mais en tout cas, elle existe. Et pour moi, qui suis dans le vignoble depuis les années 2000, c'est plutôt encourageant et ça se confirme en fait. C'est pas simplement un effet de mode. Ça fait voilà, plusieurs années qu'on voit qu'il y a ce groupe de têtes qui a des bons résultats, une bonne dynamique. Et on le voit aussi sur le terrain. On accompagne des gens qui ont une dynamique commerciale importante avec de la diversité, avec de la démarcation. Donc voilà, cette dynamique, elle existe et aujourd'hui, elle se traduit dans les chiffres. Alors, il y a aussi des problèmes qui existent, hein, tout n'est pas rose, mais en tout cas, pour que le train avance, il faut qu'il y ait une locomotive, je dirais. Donc déjà, il y a une locomotive, donc ça c'est bien. Et après, il faut que cette dynamique elle se transmette à l'ensemble du vignoble. Il faut aussi pas occulter les défis à moyen terme qui arrivent. On a parlé des rendements. Je pense que vraiment l'état du vignoble, son adaptation aux évolutions climatiques, son renouvellement, voilà, conserver ce potentiel de production à la fois en volume et à la fois en qualité, c'est un enjeu. Et cet enjeu, il peut être relevé que si on a les moyens d'adapter et de renouveler son vignoble. Donc, c'est un peu de dire, il nous faut cette dynamique commerciale et cette valorisation pour nous permettre à long terme d'investir plus massivement dans ce vignoble pour retrouver une sécurité de production. Parce que là, on voit qu'on a quand même beaucoup d'aléas d'une année à l'autre, des rendements qui varient fortement. Voilà, mais merci. Guy, je vous laisse la parole pour la conclusion. Merci, merci Jean-Claude. Je voudrais clôturer cette visioconférence par remercier déjà tous les intervenants et les intervenantes qui ont participé activement à cette visioconférence. J'espère que le maximum de monde ont pu se connecter. Je m'aperçois qu'il y a eu certainement quelques difficultés pour se connecter à cette visioconférence. On s'en excuse beaucoup. Mais il était pour nous très nécessaire de refaire cette seconde édition. Et donc, quels que soient les moyens, mais on n'avait pas le choix par rapport à la circonstance sanitaire. Nous aurons certainement l'occasion de se retrouver pour une troisième édition parce que ça paraît très important par rapport à ce qu'on a vu sur les présentations de ce soir. Et je suis très désolé de ne pas pouvoir clôturer cette visioconférence par un petit verre de l'amitié ou un buffet qu'on peut éventuellement échanger entre les intervenants et les personnes conviées. C'est pour cela que je vous souhaite finir en ce temps et voilà. Rendez-vous l'année prochaine si tout nous le permet, parce qu'on n'est pas sûr, en un an, il se passe beaucoup de choses, mais on essayera d'activer pour qu'il y ait cette troisième édition. Merci beaucoup et à une prochaine.